Je fais une petite introduction très léger. Vous allez voir, ce n'est pas une conférence académique. Hein. Je n'ai pas les titres pour ça non plus. Je suis un simple agrégé du secondaire qui enseigne dans le supérieur depuis 30 ans. Hein. Ça ne se veut pas non plus académique. Le livre n'est pas académique. Alors, qui suis-je? J'ai dit, je suis un petit prof de langue et de civilisation allemande. Je suis un Allemand, en fait, Klaus Kinzler. Hein. Bon, c'est pas Klaus Kinski, c'est pas Klaus Barbie non plus, mais bon, ça fait assez allemand, de toute manière. D'ailleurs, quand je suis arrivé en France, c'était un peu l'époque du procès Klaus Barbie. Et quand je me présentais, moi je m'appelle Klaus, ouais, Klaus Barbie. Non, bon, ok, bon, je suis devenu fasciste quand même depuis 1 an. J'ai eu cette promotion, donc je suis presque à égalité avec ce Klaus Barbie. En tout cas, bon, je suis donc un Allemand en France. Il est pur sucre allemand. Les parents étaient allemands et sur des générations, chez ma mère, vous pouvez aller 700 ans en arrière, c'est une pauvre aristo qui a tout perdu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et mon père, c'était pasteur, là aussi il y a des documents, pendant des centaines d'années. On est des Allemands depuis l'éternité en fait. Je suis le seul, un peu bizarre, le seul exilé. Je suis français quand même, parce que j'ai un passeport français, une carte d'identité, on va dire, française. Je suis naturalisé. Je suis un immigré. Mais un peu, comme on en fait de moins en moins, un immigré assimilé. C'est un mot qu'on n'ose presque plus utiliser aujourd'hui, parce que bon, on demande l'assimilisation aux gens devient un peu on va dire problématique, qui est un mot très à la mode. Mais moi, j'ai pas choisi, je me suis assimilé quoi. J'ai un boulot, j'ai un enfant qui s'appelle Jean. On attendait ça un peu des immigrés qui appellent leurs enfants d'un prénom français. Bon, ma femme était tunisienne. Hein. Donc elle aurait voulu que ce soit un prénom arabe. Moi, je m'en foutais un peu. Bon, bref, on s'est rencontrés au milieu. Il s'appelle Jean et c'est assez français. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui rend mon côté très très modèle en fait. Hein. Et donc je suis prof ici. En France, j'ai fait plein de stations, Paris, Strasbourg, Aix-en-Provence, Nice, Paris, Strasbourg, etc. Et bon, ça fait plus de 30 ans que je suis à Grenoble en fait, presque 30 ans en fait. Et presque 28 ans, je suis dans le supérieur. Hein, et depuis 26 ans, 27 ans à Sciences Po. Hein. Pourquoi je suis là en fait? Pourquoi Ludovic m'a invité? C'est tout simplement parce qu'une histoire m'est tombée sur la tête, que je n'ai pas vraiment cherché. Bon, certains diront que je l'ai cherché, mais moi je suis pas convaincu. Elle m'est tombée sur la tête et elle est tombée à un moment, cette chose qui m'est tombée sur la tête, à un moment où ça a eu un écho. Ça s'est passé à peine 3 mois après, ou 3-4 mois après l'assassinat indescriptible de Samuel Paty, à qui on a donc coupé la tête pour son islamophobie. Et moi, j'ai été donc quelques mois après, à peine, aussi confronté à des accusations d'islamophobie. Et à ce moment-là, les journalistes, ça les a intéressés. Et il y a eu une espèce d'explosion dans les médias, en l'espace de plusieurs jours seulement, à partir du 4 mars de l'an dernier, pas cette année. Et dont j'ai pratiquement, en disant c'est allé à une vitesse, j'avais du mal à réaliser. Tout d'un coup, j'étais sur les plateaux de télévision, machin, etc. Voilà, c'est l'affaire de Grenoble qui m'est tombée dessus et qui n'aurait pas été, je pense, possible sans ce pauvre Samuel Paty. Ça n'aurait pas intéressé les journalistes du Figaro, de Marianne, qui tout de suite, à l'heure, disons 2 heures après l'affichage de mon nom et de mon collègue sur les murs de IEP, nous ont appelés, qui ont fait des articles, etc. Sans Samuel Paty, cette histoire n'aurait pas décollé, n'aurait pas quitté, je pense, Grenoble. Où on a l'habitude des fous un peu. C'est pas ça le problème, mais bon, ça n'aurait pas intéressé les journalistes parisiens.
Un autre contexte était intéressant, c'est le confinement en fait. C'est parti pendant le confinement. C'est parti à partir d'une... Je rentrais un peu dans les détails, d'un échange de emails que j'ai eu avec une collègue sur une journée de travail, bon, on en parlera, et on ne s'est pas vu, hein, on s'est écrit par mail. Et là, si l'on s'était parlé oralement à ce moment-là, si l'on s'était disputé oralement devant les étudiants, ensemble, on a discuté de cette question qui nous a après mis en conflit et qui a été le point de départ en décembre 2020, là aussi, ça n'aurait pas décollé. Hein. Mais les mails, ça laisse des traces. Hein. On peut les transférer à quelqu'un, etc. C'est écrit, c'est à jamais. Et pour ces mails que j'ai écrits au mois de décembre 2020, hein, donc ça remonte quand même, ça fait un bail. En les écrivant, bien sûr, j'avançais des arguments, mais j'aurais jamais pensé qu'un jour, toute la France, un peu intéressée politiquement, allait entendre parler de ces mails, ou éventuellement lire des extraits de ces mails, ou s'énerver sur certains passages de mes mails, etc. Donc, bon, sans le confinement, ça n'aurait pas lieu. Hein. Et sans Samuel Paty, ça n'aurait pas lieu. Mais ça a eu lieu. Et bon, si vous me demandez si je suis content que ça ait eu lieu, globalement, je vous dirais oui. Ça a été parfois fatigant, hein, cette histoire, pour moi. Hein, mais je ne suis déjà pas une victime de cette histoire. Et je pense le débat qui s'est ouvert, y compris dans les médias, où la couverture était assez consensuelle, qui m'a soutenu, et mon collègue aussi, largement soutenu, sauf certains médias comme Mediapart, par exemple, qui n'est pas quand même représentatif de tous les médias français. Je pense qu'il y a un débat sur la liberté d'expression, sur certaines tendances aussi dans les universités, où il y a une intolérance. Surtout pas dans les écoles d'ingénieurs, je dirais, ou dans les écoles de commerce, mais dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, il y a une tendance, avec l'importation d'idéologies qui viennent des États-Unis, une tendance à la radicalisation. Ce qui ne serait pas gênant, parce que la radicalisation, il y en a toujours à la fac. Hein, c'est peut-être le propre de la fac, il y a des radicaux. Hein, mais une forme d'intolérance que moi, peut-être par chance, que je n'ai jamais vécu de ma vie, en fait. Hein. Je suis peut-être tombé bien en faisant ma carrière entre les intolérants de 68, qui a encore un peu sévi dans les années 70 jusqu'à 81. Je sais que le département d'allemand à Grenoble, c'était les staliniens. Hein, c'était vraiment des purs et durs qui soutenaient la RDA, la dictature est-allemande, à fond. Hein. Mais bon, je suis tombé un peu après cela, avec ma carrière à la fac, et avant, ou bon, jusqu'au début, là, où il y a les wokistes, hein, qui ont débarqué. Donc j'ai pu profiter, on va dire, de 26 ans à Sciences Po ou de 30 ans dans le supérieur. Je dirais avec Fukuyama, c'était un peu la fin de l'histoire, quoi. On se battait pas trop, quoi. Hein, c'était avec la chute du mur aussi, c'était la fin des idéologies un peu. Les extrémistes savaient pas trop de quel bois se chauffer, et donc on a dû attendre. C'était des années relativement calmes jusqu'à l'arrivée de ces nouvelles théories un peu américaines qui ont été importées aussi en France et qui ont petit à petit aussi envahi donc l'université française, surtout, comme je l'ai dit, dans les sciences sociales, et surtout dans les IEP, et surtout à l'IEP de Grenoble. Hein. Voilà. Bon, c'est un peu pour ça que je suis là, donc j'ai aucun titre qui justifie que je sois là, sauf, voilà, que j'ai peut-être 2-3 trucs à dire sur l'expression, la liberté d'expression, et sur le sujet de notre soirée, qui est le débat public, est-il encore possible? Hein. Je dirais, à l'IEP, il était possible pendant pratiquement toutes les années que j'y ai travaillé. Hein. Donc pendant 25 ans à peu près, le débat public à l'IEP de Grenoble, où donc je connais par cœur, était possible.
On s'est beaucoup disputé à l'IEP de Grenoble. Personnellement, j'ai été de tous les débats, référendum 2005, je sais pas, Maastricht déjà avant, et après les retraites, et après la crise de l'euro, et bon, tous les débats, mais tout a pu se faire et tous les points de vue ont pu s'exprimer à l'IEP. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. À l'IEP de Grenoble, et le débat était possible. Il ne l'est plus. Il ne l'est plus depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. C'est difficile à dire. C'est une évolution, bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça se fait au fil de quelques années, avec l'arrivée, surtout, je dirais, de nouveaux profs dans les lycées et de nouveaux profs aussi dans l'enseignement supérieur, dans les sciences sociales, des jeunes chercheurs déjà assez imprégnés par ces nouvelles théories décoloniales, racialistes, etc., venus des États-Unis et qui ont fait leur thèse là-dessus et qui font rentrer ça aussi dans l'enseignement. Donc c'est au fil de... Bon, on a eu beaucoup de gens qui sont partis à la retraite, un renouvellement de génération, et donc au fil des années, l'ambiance a un peu changé. Et la tolérance a un peu souffert. J'ai senti la toute première fois ça avec Bon, moi qui n'ai jamais eu des problèmes avec des étudiants, on s'est souvent battu, on s'est parfois vraiment, ça pétait dans les cours, mais toujours dans la bonne humeur en fait. J'étais un provocateur, c'est ce qu'on dit, j'en suis fier, parce que qui ne provoque pas, des étudiants de Sciences Po ne leur fait pas apprendre. Ils sont tellement sûrs de leurs convictions, etc. Il faut leur taper dessus, quoi. Il faut les provoquer, il faut leur dire oh. Et après, et je pense que ça a marché pendant 25 ans. Tout d'un coup, il y a 2 ans, je tombe sur une 3e année, et là, il y avait un groupe dur d'une dizaine d'étudiants qui savaient que j'étais le libéral de service, le méchant néolibéral, le méchant je sais pas quoi, qui ont plus ou moins boycotté mes cours en fait. Tous les sujets, ils ne voulaient pas en discuter. C'était un premier semestre plutôt économique, politique, un deuxième plutôt culturel. Ça a mieux marché dans le culturel. Mais la première partie, le premier semestre, c'était le boycottage, une insolence, une agressivité par rapport à tout ce que j'ai proposé comme sujet, etc. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces fous là? D'où ils sortent? C'était des 3e années, voilà, et c'était une première expérience. Et après, l'année d'après, m'est arrivée cette histoire qui a fait l'histoire de Grenoble. Alors, le débat public est-il encore possible? C'est un super vaste sujet, bien sûr, et je vais être modeste. Et je vais limiter mon sujet dans un premier temps. Donc, je vous parlerai un peu de ce qui m'est arrivé, parce que c'est quand même ce que je connais le mieux. Je ne suis pas un sociologue grand ponte qui connaît un peu tout ce qui bouge dans la société, qui fait des articles scientifiques tout le temps et qui écrit des livres sur l'ambiance politique en France. Je suis un citoyen comme vous qui observe la société avec beaucoup de curiosité. Donc je parlerai dans un premier temps de ce qui m'est arrivé. Et ce qui, quand même, mérite qu'on s'y arrête, parce que c'est une sorte de cas d'école. Comment ça peut se produire petit à petit que dans un lieu où la liberté existe, la liberté n'existe plus. Bon, là, c'est la liberté, pas physique, c'est la liberté d'expression. Mais bon, la liberté d'expression, quand même, la liberté sans la liberté de penser et d'exprimer, elle ne vaut pas grand-chose, on est d'accord. Et donc, comment en peu de mois, en quelque sorte, vous êtes là, vous observez ce qui se passe autour de vous et vous voyez, tiens, là, cette liberté, elle n'est plus là. Et donc, c'est un engrenage, c'est des petites étapes, les unes après les autres, avec des acteurs qui chacun joue leur rôle, que ce soit les enseignants-chercheurs, la majorité plutôt modérée, ils sont tous à gauche de toute manière, mais modérés, les autres plutôt extrémistes à gauche, une quinzaine peut-être, des étudiants, quelques fous excités, complètement tarés, dans le syndicat, qui font peut-être 20, 25 sur presque 1000 étudiants, donc ça, quantité négligeable. Après, vous avez une hiérarchie, tout le monde joue ses rôles, et tout d'un coup, on a une situation où l'ambiance est une ambiance où règne et de peur. C'est moi,
pas moi qui le dis, c'est le rapport des inspecteurs généraux qui est venu après, sur la demande de la ministre de l'enseignement supérieur, faire une enquête sur ce qui s'est passé à Grenoble. C'est une ambiance de peur où plus personne n'ose parler. Tout simplement parce que si ce que vous dites n'est pas ce qui plaît à cette minorité, que ce soit des profs ou surtout les tarés parmi les étudiants, vous êtes tout de suite victime d'une espèce de shitstorm sur la page Facebook que tout le monde regarde, parce que c'est le syndicat monopoliste. On vous détruit complètement, soit comme violeur, soit comme fasciste, soit c'est à l'avenant, quoi. Et donc c'est cette minorité, tout d'un coup, alors que en termes de pourcentage, c'est rien, cette minorité mène la barque. Et même la direction, on a une grande direction, il y a que des directeurs là-bas, il y a au moins une dizaine, tout le monde couché, certaines maladies de longue durée, burn-out, etc., n'en peut plus, etc. Tout le monde couché devant ces extrémistes qui font absolument ce qu'ils veulent. Donc c'est intéressant d'étudier ça, parce que bon, l'IEP c'est un microcosme, une espèce de biotope, je dirais, pas représentatif de la société française, Dieu merci d'ailleurs, parce que si tout le monde était comme les gens à l'IEP, je sais pas ce qu'on serait. Déjà on est mal barré, mais là on serait vraiment très mal barré. Mais ça fonctionne quand même comme une petite société. Avec des acteurs. Et donc, c'est super intéressant de voir à quelle vitesse ça peut aller, que ce qui nous paraît normal. Pour moi, pendant 30 ans, c'était normal de pouvoir dire ce que je voulais, de discuter avec des gens respectueux de la parole, qui eux aussi avaient le droit de défendre leurs arguments. Tout d'un coup, ce n'est plus possible, et vous êtes un fasciste, un islamophobe, et le pire du pire, quoi. Voilà. Dans un deuxième temps, ça reste le temps, mais je pense qu'on va se le prendre, mais vous pouvez aussi, à partir d'un certain moment, aussi m'interrompre. On est relativement cool, quoi. Si vous commencez à penser que Guy parle trop, vous manifestez. Vous avez le droit. Et on peut déjà mettre des questions, etc. En tout cas, dans un deuxième temps, je veux quand même qu'on élargisse. Et quand on regarde un peu, est-ce que la liberté d'expression est en danger en France? Et est-ce que nous sommes encore capables, en France, d'avoir des débats publics, et j'ajoute, des débats publics susceptibles de nous mettre d'accord, ou d'échanger au moins, raisonnablement, et peut-être même de nous mettre d'accord sur les solutions à apporter aux immenses amphis qui se dressent devant nous, la France, en l'an 2022. Je suis convaincu, je ne suis pas le seul, vous pouvez lire ça dans tous les journaux, parmi tous les commentateurs un peu raisonnables, la France est actuellement devant des défis comme elle ne l'a pas été, à mon avis, depuis peut-être 50 ans, qui sont sociétaux, qui sont économiques, qui sont politiques, qui sont existentiels. Et à ce moment-là, quand on n'est plus capable d'échanger en tant que société, en tant que nation, au moins une chose est sûre, on ne trouvera pas les solutions à nos défis. On va avoir des batailles stériles, on va perdre notre temps à nous taper dessus, et on ne va rien résoudre de ce qui nous est quand même, je pense jusqu'à notre endettement ou à plein de choses. On a l'eau quand même jusqu'ici. Et donc, cette question, est-ce que le débat public est encore possible, est une question existentielle pour la France, je pense. Les débats tout seuls ne vont pas apporter les solutions, mais il n'y a pas de solution sans débat. On ne va pas rêver d'un grand Führer qui va tout nous résoudre. Même si les Français, parfois, cette tendance un peu, bon, déjà la présidentielle, le système semi-présidentiel, habitué les Français à attendre le grand salut de leur président, qu'ils mettent tout haut, et après, dès qu'il est là, ils tapent dessus. Il y a une espèce de schizophrénie un peu du côté des Français. Mais en tout cas, j'insiste sur cela, c'est pour ça qu'on réfléchisse ensemble, surtout après ce constat, peut-être que le débat n'est plus possible, de savoir comment on peut le faire retourner, ce débat.
les résultats des présidentielles et la perspective des législatives nous rend pas extrêmement optimistes par rapport à l'état du débat en France. Actuellement, donc, le débat public n'est pas possible. On est coincé aussi. Maintenant, avant, on a plus ou moins 2 blocs en France qui vivent dans l'alternance. C'était assez commode, avec la gauche, la droite. Maintenant, on a 3 blocs minimum. Et dans les 3 blocs, il y a des divisions aussi. Surtout, oui, à gauche, il y a des divisions. À droite, il y a des divisions dans les extrêmes. Après, un grand centre, il y a 3 tiers plus ou moins, à quelque chose près, qui se confrontent, mais qui ne se parlent pas, en fait. Alors, ces 3 blocs, comment on va faire pour trouver des solutions avec ça? Ma réponse, donc, est la liberté d'expression existe encore en France. Mon histoire, d'ailleurs, le prouve. J'ai pu, à tout moment, m'exprimer pendant cette crise, grâce aux médias, je dirais. Donc, les médias ont montré aussi qu'ils marchent. On a encore une liberté d'expression, même si ça commence parfois un peu à être compliqué, parce qu'il y a des forces, quand même, des minorités, qui essayent de limiter notre liberté d'expression. Je donne un exemple, parce qu'il me concerne un tout petit peu, la critique de l'islam, pas des musulmans, parce que ça serait du racisme, ça c'est notre histoire. Mais la critique de l'islam, quand même, devient de plus en plus compliquée. Parce que des minorités imposent de plus en plus des tabous, ou des mots comme l'islamophobie, par exemple, qui est un mot, un concept inventé par les Iraniens ou par le grand Khomeini en 79, employé contre d'autres musulmans qui n'étaient pas assez musulmans, quoi. Des mots comme ça qui rentrent dans le langage et qui, après, sont utilisés pour couper la parole à d'autres, alors que l'islamophobie n'a rien d'interdit, c'est-à-dire vous pouvez, quand même, ça fait 200 ans qu'en France, on a réussi à se débarrasser de l'autorité de l'Église, et un peu, grâce à nos grands philosophes, des Lumières, on a le droit de dire sur l'Église, sur les religions, ce qu'on veut, quoi. Et tout d'un coup, et ce qui est fou aussi, la gauche, qui était toujours laïque, qui est toujours qui n'aimait pas les prêtres, etc., anticléricale, c'est maintenant la gauche qui, tout d'un coup, veut interdire la critique de la religion. Donc c'est juste un exemple, il y a d'autres exemples, avec l'écriture inclusive, il y a plein d'exemples, parfois ça paraît mineur, mais c'est quand même un peu inquiétant que ces minorités veulent imposer ces restrictions dans notre liberté d'expression. Ok, l'histoire, je vais être rapide quand même, parce que l'histoire de l'IEP, on va essayer de résumer. J'ai un blog en fait, c'est plus un site internet où on peut me contacter, répondre à des choses qui y sont, etc., qui donne pratiquement toutes les informations de cette histoire, un résumé factuel, les 10 emails qui étaient au départ, plein de documents officiels, y compris le rapport ministériel, documents internes à l'IEP, etc., tous ceux qui s'intéressent aux faits de cette histoire, bien sûr, là aussi, le livre l'a raconté aussi, mais même le blog, et bon, mon nom, vous l'avez retenu, Kinzler, KINZLER.org, O-R-G, et vous cliquez là-dessus, et vous avez toutes les informations sur cette histoire, et ce que je vais peut-être rapidement raconter, j'ai assez bonne conscience parce que le rapport du ministère a absolument confirmé à 100% tout ce que j'ai dit à la presse, dans les médias, la télévision, etc., dans les 2 mois entre mars et mai, au moment où ce rapport est sorti. Il m'a apporté des informations en plus que je n'avais pas. Pour aller vraiment très vite, qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, j'ai presque parlé j'avais prévu de lire des trucs un peu rigolos. C'est un livre très rigolo en fait, parce que le milieu où je travaille est très, très rigolo. Chaque jour, on est mort de rire. Quand on écoute ces étudiants, à quel point ils ont des trucs à dire.
en tombe de sa chaise. Hein, et donc j'en parle. Donc il m'est arrivé de voir par hasard qu'une semaine pour l'égalité se prépare à l'IEP. On fait ça maintenant tous les ans. On ne fait jamais des semaines pour la liberté, on fait toujours pour l'égalité, mais bon, ça c'est un choix. Où sont invités des militants, des universitaires, mais bon, toujours je dirais des universitaires plutôt militants aussi, sur des sujets comme le genre, la discrimination, l'islamophobie, le genre vous connaissez, nous on a cette spécialité, on fait que ça en quelque sorte, hein. Mais bon, pourquoi pas, hein. Aujourd'hui, cette année, on l'a refait d'ailleurs et la participation était obligatoire, hein. L'année où ça a commencé, c'était encore optionnel. C'est toute une semaine où il y a des conférences, des films, etc. Et donc, on a proposé à tous les profs et toutes les profs, et bon, écriture inclusive bien sûr, il et elle, etc., de s'inscrire à des groupes de travail sur des journées thématiques. Et une journée thématique qui avait déjà été définie par des étudiants, hein, était une journée thématique racisme, antisémitisme, islamophobie. Bon, normalement, moi je ne suis pas le genre à participer à ces semaines-là, c'est pas vraiment ma tasse de thé, hein. D'autres le font, ça ne me dérange pas, hein. Après, là, j'ai quand même dit, qu'est-ce que c'est que cette galère-là ? Ce titre, cet intitulé m'a un peu quand même chiffonné. Racisme, antisémitisme, jusqu'ici, tout le monde sait ce que c'est. Islamophobie. Tout le monde pense savoir ce que c'est, tout le monde a une idée de ce que c'est, mais bon, parfois c'est un terme qui existe, il y a des travaux scientifiques là-dessus, etc., qui est accepté dans un certain milieu des sciences sociales, qui vit dans un milieu clos d'ailleurs, hein, c'est de l'endogamie, hein, c'est de l'entrisme, etc. Mais c'est établi. Mais mon but, ou ce qui m'a gêné, c'est pas que le terme soit utilisé. Je sais qu'il est utilisé, et moi je l'aime pas, parce qu'on ne sait pas à quoi ça renvoie en fait. Étymologiquement, c'est la phobie de l'islam. Bon, si quelqu'un n'aime pas l'islam, c'est pas un problème, non ? D'autres n'aiment pas le christianisme, d'autres n'aiment pas le fromage, quoi. Donc c'est pas un problème. Mais je vois ça à côté de racisme, antisémitisme, où tout le monde sait exactement ce que c'est. Hein? C'est des phénomènes qui existent depuis des millénaires et qui ont coûté la vie à des millions et des millions et des millions et des millions de gens. Ok ? Et personne n'en doute. Peut-être quelques fous à Gaza qui vont dire que ça n'a jamais existé, la Shoah, mais bon. Après l'islamophobie, je ne vois pas ni de millions, ni de milliers, ni de centaines, ni de dizaines de morts. Je vois des actes de racisme qui existent en France contre des musulmans. Les statistiques sont pratiquement impossibles à voir, et celles qui existent viennent d'organismes islamiques qui ont tendance à les gonfler. Et après, il y a une caissière qui porte le foulard, qu'on a un peu insulté, etc. C'est ce genre-là. Ce n'est pas l'extermination de millions de gens. Hein. Et je me suis dit, bon, quand même, il ne faut pas exagérer là. C'est quoi ce titre-là ? Et donc, je m'inscris dans ce groupe de travail. Juste pour j'allais dire, faire les chier, je ne dis pas pour les embêter en fait. Pour les faire un peu réfléchir que c'est quand même une énormité dont je soupçonnais, moi, le vilain, je sais pas quoi, un zioniste peut-être, je suis un protestant, hein, mais bon, moi j'ai soupçonné que ça servait à banaliser les autres crimes, notamment antisémites, la Shoah, etc., et pour hisser au même rang de gravité l'islamophobie, qui n'est même pas vraiment ni interdite, ni définie, qui hissait en même temps l'islamophobie comme un des grands crimes de l'humanité, avec quel but derrière encore ? Un but bien sûr que, du moment où racisme est interdit, antisémitisme est interdit, l'islamophobie bien sûr doit être interdite aussi. Et ça veut dire que la critique de l'islam est interdite. Et c'est ça le but derrière ce concept. Hein ? Et je ne dirai jamais qu'il n'a pas de racisme anti-musulman. Et je n'ai jamais eu l'envie de le dire. Ça doit exister et ça doit être combattu, c'est regrettable, etc.
mais comparé à ces autres, etc. Donc, je me suis inscrit, et c'est là-dessus que est parti. Bon, le groupe m'a tout de suite viré, hein, c'était par mon premier mail déjà, je me suis désinvité, plus ou moins, ils m'ont viré du groupe, parce que j'ai dit justement que cette intimité, ça n'allait pas. Chercher l'intrus, j'ai demandé. Hein, donc, ils ont, dès ce moment-là, fait leur réunion sur Zoom sans moi. Ils ne m'ont pas envoyé d'invitation. Donc, j'étais déjà sorti du groupe. Après, j'ai échangé avec ma collègue, qui était la chef de l'atelier, plus ou moins, une historienne de l'IEP. On a échangé une dizaine d'emails. Parfois, pas très, très poli, mais bon, un débat, quoi. C'était pas un débat personnel face à face. Hein. C'était en confinement, donc on s'écrivait. Et après 5 mails, 5 mails, elle, c'était toujours comme ça, les étudiants étaient en boucle, ce qui n'était pas une bonne idée peut-être. C'était ça le débat, le départ de l'histoire de Grenoble. Parce que, les étudiants m'ont viré du groupe, ça ne m'a pas gêné. La collègue est allée remuer ciel et terre pour que je sois puni pour les propos dans mes mails, dont les inspecteurs, qui sont des juristes aussi, ont vu pas la moindre trace d'illégalité, etc. Mais donc ces propos islamophobes et racistes aussi devaient donner lieu à une punition de la hiérarchie contre ma personne. Cette collègue aussi s'est mise en congé, elle a dit qu'elle était traumatisée par les mails qu'elle a échangés avec moi. Hein, c'est une chochotte. Hein. Mais après, elle a alerté le délégué pour la discrimination, pour le racisme, le défenseur du droit, la CGT, parce que la directrice ne l'avait pas assez assez soutenue et ne m'a pas puni, donc elle était très fâchée. Donc la CGT aussi a été. Et bon, après, elle est allée chez le laboratoire PACT, c'est le plus grand labo de sciences sociales à Grenoble, hein, affilié au CNRS, et où elle a donc cherché du soutien, et elle a trouvé le soutien dans le directoire de PACT, c'est une dizaine de chercheurs, dont quelques-uns mes collègues à l'IEP, hein, qui s'est fendu d'un communiqué officiel, hein, c'est marqué communiqué officiel, où on m'accuse de harcèlement et d'atteinte violente vis-à-vis de ma collègue. Hein. Et ce communiqué officiel était avec le tampon du président de l'université Grenoble-Alpes, hein, et qui donc me présentait comme un harceleur en fait. Parce que, je cite plus ou moins de tête, parce que j'avais attaqué violemment, sur la base d'opinions personnelles, les travaux de recherche d'une collègue. Bon. Remettre en question des recherches de quelqu'un est un harcèlement. Si comme ça la science fonctionnait, je pense, on penserait encore que la Terre est plate. Hein. Parce que Galilée n'aurait pas osé, je pense, ou aurait été accusé de... Bon, il a été accusé de pas mal de choses, il a échappé le bûcher pour peu, je pense. Mais en tout cas, on ne serait pas avancé. À mon avis, on n'aurait pas encore des téléphones portables. Hein. En tout cas, c'est ça. Bon, j'ai répondu, l'histoire s'est endormie. Mais la collègue n'était pas contente. Elle a alerté les étudiants du syndicat extrémiste. Et là, il y a une collusion que je n'affirme pas comme ça, c'est les inspecteurs qui le disent dans leur rapport, clairement, un échange de e-mails, etc. Et ces étudiants, après, ont mis sur la page Facebook, que tous les étudiants le regardent tout le temps, parce que c'est leur syndicat, fait une espèce de synthèse de mes mails, où on arrive à la conclusion que je suis un extrémiste de droite et un islamophobe. Et ça ils ont lancé ça. Moi, je ne le savais pas parce que je ne suis pas le genre à être sur Facebook et sur le syndicat de ces tarés. Et ils sont allés avec ce courrier à la directrice. Ils ont dit à la directrice, ce Kinsler doit être puni. Regardez notre post qu'on a mis, qui est de la diffamation, de l'injure publique, etc. La directrice a regardé ça. Ça, c'était 8 semaines après Samuel Paty. Donc, un de ses profs est accusé d'islamophobie sur un réseau assez grand qu'ils ont. Hein. Moi, je ne sais pas à ce moment-là. La directrice ne fait rien. Elle ne fait pas en sorte que le post soit dépublié. Elle ne m'informe pas. Elle n'initie pas un truc disciplinaire contre les étudiants. Elle ne le signale pas au procureur. Tout ça, des choses qui étaient de son devoir
selon les inspecteurs généraux et selon les juristes. Hein. Et donc, bon, après, l'histoire continue un peu. Tout ça, moi je fais mon semestre, je ne connais rien de tout ça. Il y a Sciences Po à ce moment-là qui commence à Grenoble. Qui commence à Toulouse d'ailleurs, mais qui après envahit un peu toute la France, où tout d'un coup, les extrémistes parmi les étudiants, très sensibles à toutes les diffamations et toutes les micro-agressions et macro-agressions qu'on peut imaginer, découvrent tout d'un coup que l'IEP est un lieu où règne la culture du viol. Hein, c'est ce qu'on a dit aussi à Toulouse, à partir d'un cas qui s'est avéré complètement pas fondé après, où une fille avait reproché à quelqu'un d'avoir été violée, et on a trouvé après, bon, il a été relaxé parce que c'était complètement inventé. Et ça a pris dans tous les IEP de France. Hein, Sciences Po au lieu de Sciences Po. Là aussi, il y a une telle campagne sur les réseaux sociaux initiée par les étudiants, qui a accusé des dizaines d'étudiants d'être des violeurs, sur des petites remarques de quelques témoins, etc., selon les inspecteurs généraux, sur des rumeurs de rumeurs. Où des gens ont été, donc, avec leur nom, etc., traités de violeurs. La direction a été traitée d'être complice et de omerta et de complice des violeurs, parce qu'ils n'avaient rien fait. Alors que dans les faits, en 10 ans, il y a eu 3 signalements de problèmes sexistes ou sexuels. Il y a eu un viol qui est devant la justice actuellement. La victime était d'ailleurs une fille d'une autre école, l'école de commerce de Grenoble, mais le violeur, je pense, était de nous, mais c'est devant la justice. Et une fois une banderole lors d'un match de foot où il y avait un truc sexiste dessus, et l'autre, c'était une petite vidéo entre quelques hébreux, je sais pas, des gens fortement alcoolisés qui sont déshabillés, etc. Bon. C'est tout donc, culture de viol, n'importe quoi. Mais la direction complètement couchée devant ces étudiants qui font régner la terreur. Et bon, comme la direction ne réagit pas à cette campagne contre moi, comme la direction ne fait rien contre le cyberharcèlement hyperactif de ces étudiants contre d'autres étudiants, les étudiants extrémistes, bien sûr, sont encouragés à aller plus loin. Hein. Cette impunité leur donne, c'est les mots encore du rapport du ministère, leur donne le sentiment d'une toute-puissance, une toute-puissance. Non, pas toute-puissance. Ah oui, du genre, quoi. Excusez-moi, là je ne trouve pas. Omnipotence. Omnipotence, et qui, on ne sait pas qui a mis les affiches après sur les murs de l'IEP de Grenoble, mais c'est très fortement, on peut penser que c'est les mêmes étudiants, qui sont donc encouragés à aller plus loin, quoi. Et le 4 mars, donc, on trouve 2 noms de profs, mon collègue et ami Vincent Tournier et moi, sur les murs, des fascistes dans nos amphis, Kinsler, Tournier, démission, l'islamophobie tue. Voilà. C'était ça, en fait, le départ. Bon, bien sûr, la préhistoire, ça commence en décembre. Hein, et en fait, en quelque sorte, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est un peu ce qui se passe avant. Comment une minorité impose sa loi avec la complicité des étudiants, hein, mais avec la complicité, avec une petite minorité d'enseignants-chercheurs. Moi, j'insiste presque plus sur les enseignants-chercheurs qui me tiennent plus à cœur parce que la responsabilité est 1000 fois plus grande que celle de jeunes de 20 ans qui sont peut-être cons aujourd'hui, qui font n'importe quoi, mais quand dans 10 ans, ça va être les gens les plus sympas, les plus intelligents, les plus pères de famille, mères de famille, machin. Ils ont fait des conneries pendant leur jeunesse, quoi. Hein, mais nos collègues, ils ont 35, 40, 45 ans, c'est quand même pire, non, hein. Donc pour moi, ça, c'est beaucoup plus grave que ça se passe avec cette complicité. Après l'IEP, face à ce qui explose ensuite, à savoir l'explosion médiatique devant... pourquoi c'est parti d'ailleurs? Parce que, contrairement à mon ami Vincent Tournier, qui ne voulait pas parler à la presse,
sa femme lui a dit « ne parle pas » parce qu'elle a peur, elle pensait à Samuel Paty, etc. Elle n'avait pas envie de perdre son mari. Donc il n'a pas du tout répondu aux questions des journalistes, donc tout s'est focalisé sur moi. C'est pas que je n'avais pas peur, je ne pensais pas. Il y avait des questions et je pensais que c'était important de raconter ce qui s'est passé. Parce que la chose méritait, même si c'est un petit truc à la limite, mais dans le contexte de la France, ça méritait qu'on raconte comment ça fonctionne, qu'on met des gens en danger sans intervenir. Et donc j'ai répondu d'abord au Figaro, Marianne, le lendemain, c'est les premiers appels des chaînes de télévision. Non, d'abord c'est la radio un peu locale, etc. Bon, avec 1 minute de machin, reportage en direct, et après, paf, 3 jours après, vous êtes sur un plateau à BFM TV, et après CNews, et après LCI, etc. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. On m'a invité, je suis allé, et je pensais toujours que plus il y a de gens qui apprennent ce qui s'est passé, mieux c'est. Et donc je l'ai fait. Alors, il y a maintenant, si vous allez sur mon site, il y a peut-être 800 pages d'articles en fait qui ont été écrites sur cette histoire. J'ai dû être interrogé 50 fois, etc. Peu importe. L'IEP a eu la maladresse après de faire la politique de communication la pire imaginable. Ils ont plus ou moins dit « ouais, c'est pas bien, ces affiches, etc. » Mais après, ils n'ont rien dit. La directrice, la seule chose qu'elle a dite en 5 mois, c'est 5 jours après ces affichages, que mes propos dans les mails étaient quand même extrêmement problématiques. C'est tout ce qu'elle a pu dire. Et après, mes collègues aussi m'ont dit « ouais, c'est quand même pas bien, mais tu l'as cherché quand même, etc. » Et que mon moralisme conservateur était au moins tout aussi grave que ce que font les étudiants, etc. C'est dans cette veine qu'on m'a soutenu, quoi. Et bon, je me suis dit « ok, si c'est comme ça, si personne ne me défend, je vais me défendre tout seul. » parce que quand même, c'est pas comme ça que j'avais imaginé qu'on allait défendre quelqu'un qu'on connaît depuis 25 ans. J'attendais en fait une chose, que quelqu'un, que ce soit un prof un peu connu de l'IEP ou la directrice, aille devant un microphone, qu'on leur a tendu tout le temps, mais qu'ils ont refusé. La directrice a interdit plus ou moins à tous les profs de répondre, de dire Kinsler va étourner, c'est des profs qu'on connaît depuis des décennies, c'est de bons démocrates, d'excellents profs, qui font apprendre à leurs étudiants, qui n'ont rien à voir ni avec le fascisme ou avec l'islamophobie, c'est une absurdité. Si on avait dit ces 5 mots, 2 phrases, pour moi l'affaire aurait été finie. Mais on ne les a pas dites en fait. On a fait des tribunes contre moi et contre Vincent dans Le Monde, etc. Toute la gauche wokiste un peu s'est mobilisée dans les universités. Bon, ils n'ont eu pas de chance parce que l'opinion publique était quand même pas de leur côté. L'opinion publique était quand même largement de l'autre côté. Là, de ce point de vue, et l'IEP, c'est vraiment tirer une balle dans le pied, parce que, en termes de réputation, cette histoire pour l'IEP, c'est quand même une cata. Alors, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que il faut. Ça, j'aurais pu parler des heures, vous imaginez. Oui, juste un truc intéressant encore sur l'IEP. La liberté d'expression, la liberté en fait intellectuelle de l'IEP, elle était à ce moment-là complètement absente, je dirais. Mais déjà depuis quelques années, elle est très limitée de deux côtés. Du côté de la minorité, d'une minorité des enseignants-chercheurs, d'extrême gauche un peu, je dirais, identitaire, et d'une minorité agressive du côté des étudiants. Pour les enseignants-chercheurs, je dirais 3-4 points très rapidement. Je parle dans mon livre de dérives idéologiques à l'IEP, et ça dure depuis quelques années. Bon, première chose, on a une clientèle quand même très particulière. On a une clientèle, ceux qui veulent faire Sciences Po, déjà, la plupart sont des décolonialistes patentés, je dirais, qui ont plein de préjugés sur tout le mal de notre société, où tout le monde est plus ou moins victime ou opprimé par ceux qui les oppriment, etc. C'est quand même gravissime.
avec tous ces préjugés, ils viennent à l'UP et ils attendent que les scientifiques leur donnent un vernis à leurs préjugés. C'est plus ou moins avec ça qu'ils arrivent. Hein. Ma copine, qui enseigne aussi à l'UEP, elle fait passer les oraux actuellement de notre concours d'entrée. Et elle me dit, tout l'après-midi, elle a eu des étudiants, dans l'oral, ils ont fait un peu, elle a eu l'impression que ces gens-là présenter une candidature pour une investiture de la France insoumise, plus ou moins, dans une circonscription, un truc comme ça. Comme si c'était une candidature pour avoir un poste chez Mélenchon ou chez les indigènes de la République. En tout cas, comme s'ils allaient vouloir entrer dans une secte d'extrême gauche, quoi. Et ils n'avaient pas du tout l'idée que peut-être ça pouvait faire mauvaise impression, parce que c'est pas le but quand même d'un concours de sélection à l'IEP. Hein, qu'on soit le plus gros extrémiste de gauche qu'on puisse imaginer, c'est pas un truc qui empêche qu'on y rentre. Hein, si l'on sait réfléchir, si l'on sait argumenter, etc., on n'est pas raciste quand même. D'ailleurs, on ne prend que des gauchistes. Mais non, c'est pas le problème. Mais eux, ils se rendent même pas compte. Hein, ils sont briefés par leurs profs, etc. C'est comme ça qu'ils se bondent. Hein. C'est juste cet après-midi qu'on m'a dit ça. Donc oui. Et justement, comment tu expliques qu'ils sont déjà comme ça avant? Parce qu'ils ont des profs d'histoire, des profs de géo, des profs d'éco, etc., qui les ont briefés déjà dès le lycée. Hein. Là aussi, il y a de nouvelles générations qui sont un peu comme nos maîtres de conférences, etc., plutôt jeunes. Il y a déjà là, je ne dis pas qu'ils ont tous comme ça. Hein, ça fait 30 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un lycée, donc je ne vais pas dire comment ça se passe. Mais j'ai quand même beaucoup de... vous pouvez lire aussi dans la presse plein de reportages. Comment ça se passe dans les cours au lycée, où on leur explique déjà, dans des quartiers problématiques parfaits aussi, où tout se passait bien, jusqu'à ce qu'un jour, on fasse un cours sur la discrimination ou sur l'islamophobie. Tout d'un coup, la cohésion dans la classe pète. Hein, parce que tout d'un coup, tous ces jeunes découvrent qu'ils sont des opprimés, en fait. Et donc ça, c'est pendant... Et ne parlons pas du capitalisme, hein, c'est le pire des systèmes de toute manière. Ça, ils apprennent en économie. Hein, et donc, ils arrivent... Bon, je ne dis pas c'est de partout comme ça, mais évidemment, on doit déjà y avoir un travail d'endoctrinement préalable pour qu'ils arrivent comme ça. Après, c'est un choix quand même. Les étudiants qui veulent faire, non pas ingénieur ou informaticien, ou qui veulent faire Sciences Po, hein, c'est quand même un choix d'étudiants qui déjà ont été extrêmement sensibles à tous ces sujets, et donc ça explique un peu pourquoi ils sont comme ça quand ils se présentent à notre porte. Alors, dans ton livre, tu parles de ton tropisme allemand, qui fait que toi, ça place l'antisémitisme un peu, je dirais pas au sommet, mais enfin ça provoque chez toi une réaction qui est plus sensible par rapport à justement la banalisation du mot antisémitisme. Comment tu peux expliquer que justement depuis quelques années la tendance en cours d'histoire française, on a bien insisté sur la culpabilisation par rapport aussi au système de Vichy, par rapport au système de Pétain, on a culpabilisé l'élève français. Justement, par rapport à ça, il y a eu on a l'impression que des fois, Vichy et Hitler, c'est pareil. On a l'impression qu'on arrive à la même chose. Donc on pourrait s'attendre à ce que justement ce sentiment de culpabilisation, enfin, que tu évoques par ton tropisme allemand, on pourrait penser qu'il fait monter un peu la même chose chez les jeunes Français. Et on se retrouve avec l'effet inverse. Finalement, ils banalisent l'antisémitisme en voulant... C'est sélectif, alors. Hein. Bon, tout ça, là aussi, je ne veux pas simplifier, aller trop loin, ça vient... moi, je vous conseille, en fait, et bon, c'est un conseil de lecture, en fait. Si vous voulez l'histoire de la guerre des idées à laquelle on assiste actuellement, le meilleur livre que j'ai lu, et qui vraiment fait une histoire de cette guerre des idées, c'est de Eugénie Bastier. Elle est responsable des tribunes d'opinion au Figaro. Hein. Bon, Figaro peut-être ne vous plaît pas, mais il y a beaucoup de débats intéressants, c'est un bon forum de débat. Et elle a écrit donc La guerre des idées. Hein, ça coûte 8 €, 9,50 €, et on a tout dedans en fait. Hein. Tout, ça vient. Hein, ces théories d'une simplicité intellectuelle, parfois
à pleurer, qui réduisent, bien sûr en se référant à comment s'appelle le grand gourou de la sociologie, Bourdieu, etc., mais bon, qui réduit le monde à des opprimés et des oppresseurs. Hein, et on pensait quand même avoir surmonté ça. Hein, et qui donne à chacun son identité, de préférence, avec une espèce de presque compétition qui est le plus opprimé, etc. Un concours à qui est le plus. Et donc, si vous avez une vision du monde où il n'y a pas... Bon, on pourrait dire c'est une vision antagoniste, en fait, du monde, où il n'y a que... l'égoïsme des uns et il y a les plus forts qui bouffent les plus petits, plus ou moins, hein, et qui veulent se venger après. Mais nous, on a dépassé quand même ça, on a la raison. Hein, et on a trouvé pourquoi on a une société aussi riche, en fait, prospère et relativement pacifique, même si c'est un peu fragilisé. Parce qu'on a essayé de trouver des compromis et de rendre tout le monde content. Et c'est beaucoup plus efficace, hein, que la guerre des classes. On a essayé ça en Union soviétique, etc. Tous ces systèmes basés sur des luttes de classe, des guerres de classe, ça ne rend pas les gens ni libres ni riches, ni sains, ils n'ont pas la santé. C'est la catastrophe. Et nous, pourquoi l'Occident est aussi prospère, aussi libre, etc. Parce qu'on est des héritiers. C'est pas un antagonisme, c'est un solidarisme en fait. Hein, on a trouvé ce que c'est la solidarité et elle marche avec des compromis et tout ça, ça marche avec notre raison en fait. Hein, ça, on leur inculque pas ça. Hein. Moi, je suis à chaque fois complètement stupéfait à quel point nos étudiants à l'IEP pensent que notre société est vraiment pourrie, quoi. Pourrie jusqu'à la moelle. Hein, tellement les discriminations sont grandes, tellement l'inégalité, etc. Et ça vient de pire en pire, etc. Est-ce qu'ils voyagent un peu? Normalement, ils voyagent quand même. Il y a 200 pays au monde à peu près, et il y en a peut-être 165 où c'est 1000 fois pire. Hein, il y en a peut-être 35 où c'est à peu près comme chez nous. Hein, et ils fonctionnent tous à peu près comme nous. Hein, et c'est pour ça. Ça marche à peu près. On est libre et prospère. Et dans tous les autres pays, c'est gravissime, quoi. Hein, mais ils ne veulent pas voir. Hein, ils partent du principe que ça doit être le paradis. Il ne doit pas avoir d'inégalité. La moindre inégalité, ils sont prêts à sacrifier la liberté, hein, pour faire effacer cette inégalité. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient. Hein. S'ils regardent un peu, je leur donne des trucs. Hein. C'est le syndrome, je sais pas, j'ai oublié, je ne vais pas prolonger là. Mais ils ne sont pas prêts à admettre qu'on vit dans une société, qu'on a une chance inouïe de vivre dans cette société et qu'il faut la descendre parce qu'elle est en train de se casser la figure. Hein. Parce qu'on vit au-dessus de nos moyens, parce qu'on ne prévoit pas l'avenir. Parce que voilà, on veut de plus en plus de subventions et d'allocations ici, etc., qu'on ne peut pas payer. Mais ça, c'est un phénomène qui me laisse complètement perplexe. Moi, je suis un vieux schnock, peut-être je ne comprends pas. J'ai 63 ans, eux, ils ont 20, ils vont comprendre, hein, j'en suis sûr. Mais leur faire comprendre qu'on a une chance de vivre dans la liberté, hein, c'est quasiment impossible. Une des dérives les plus graves, c'est la confusion chez nous à l'IEP, entre science et militantisme. Hein, nos sociologues, nos économistes, etc., mélangent. Hein, ils font du militantisme sous le manteau de la science. Pas tous, mais il y en a. Et c'est une sorte d'endoctrinement des étudiants. Hein. C'est concrètement contre aussi les principes énoncés par les pères fondateurs de la sociologie comme Weber et Durkheim, etc., d'une neutralité du chercheur. Le neutraliteur, Weber appelait ça la neutralité axiologique, le chercheur est obligé d'avoir un regard neutre. Il n'est pas là pour améliorer le monde, il est là pour analyser le monde. Après, les politiques, sur la base de leur légitimité, peuvent éventuellement l'améliorer grâce aux résultats que les sociologues leur ont fournis.
Hein. Mais eux, ils pensent, hein, ça c'est un truc. L'autre truc chez nous, c'est, bon, vous ne vous rendez pas compte à quel point on est affecté par l'écriture et même le langage inclusif. Vous avez une réunion à l'IEP, le directeur des études, dans une réunion qui dure 3 heures, déjà c'est trop long, mais 3 ou 4 heures, il dit à peu près 5000 fois étudiants et étudiantes. Et je rigole pas. Ils et elles, celles et ceux, lui et elle, etc. Vous devenez dingue. Vous pensez que vous êtes dans un asile pour aliénés mentaux. Hein. Et c'est comme ça. Pourquoi? Bon, on pourrait dire c'est pas grave. Mais pour les étudiants, c'est grave. Parce qu'eux, ils pensent que c'est normal. Et déjà, intellectuellement, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Mais le sens est là quand même. C'est un signe de reconnaissance des représentants du bien contre les réacs qui ne veulent pas ça. Et ça, c'est un côté totalitaire. La langue, normalement, c'est ce qui devrait être un moyen de communication entre n'importe qui. La langue ne doit pas être chargée d'idéologie. Les nazis l'ont fait, les communistes l'ont fait, tous les totalitarismes l'ont fait, mais là, on fait la même chose à l'IEP et dans d'autres facs, etc. C'est pas innocent, c'est gravissime. Hein, c'est gravissime, vous dites, vous ostracisez pratiquement tous ceux qui ne jouent pas ce jeu débile de dire à chaque phrase « ils et elles », etc. Hein, voilà, ça c'est un deuxième point. Il y a d'autres points, etc. Bon, là c'est la semaine de l'égalité, je ne vais pas en parler parce que cette année c'était bien pire parce qu'elle était obligatoire. On a invité des étudiants des frères musulmans, etc. Bon, ça devient carrément n'importe quoi. Dérives étudiants. Dernière chose sur la liberté d'expression à l'IEP. Et bon, maintenant ils disent, bon, on va rétablir la liberté d'expression. C'est bien. Mais ils définissent dans ce compte-rendu ce que c'est la liberté d'expression. Est-ce que j'ai ça en tête ou il faut que je le cite? Je pense que je l'ai en tête. Ou peut-être pas. Ils disent, en fait, les débats à l'IEP doivent donner la liberté à tous ceux à l'IEP qui, soit se basent dans leurs arguments sur des faits, c'est quoi un fait, hein, soit sur les analyses des scientifiques. Voilà. Et pas les opinions personnelles, c'est pas possible. Ça limite quand même pas mal. Déjà, c'est quoi la science? Je sais pas, un certain sociologue va dire ça, un autre va dire le contraire. Hein, un fait, bon, un fait tout seul, ça ne veut rien dire. Hein. Un autre peut-être obtient un autre résultat. Hein. Donc, c'est ça, ils ne se rendent là aussi pas compte, en fait, qu'ils ne veulent pas la liberté d'expression. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles on doit débattre avec des opinions personnelles, bien sûr fondées, raisonnables, tolérants, instruits. Vous devez avoir des connaissances, ça veut dire des conneries, bien sûr. Mais si vous dites que désormais on va discuter de tout, basé sur des faits, ou alors ou sur des... j'ai les documents, hein, j'invente pas ça. Hein, le Point avait fait un article sur ça. Donc, voilà.